Parlez pas un mot d'espagnol. Non, si, 3. No hablo et espagnol. Ce qui est quand même assez limite les interactions qu'on peut avoir avec les autochtones. Vous avez progressé en espagnol un peu? Mais de la même manière que la poitrine d'un général se garnit de médailles de bataille en bataille, moi, mon vocabulaire espagnol s'est étoffé au gré du voyage. Vous savez dire muchas gracias? Bien sûr, tequila. Bonsoir à tous, bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation avec François-Henri Désérable pour son livre Chagrin d'un chant inachevé, sous-titré Sur la route de Che Guevara et publié aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Vous êtes le seul joueur de hockey professionnel à avoir reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Ouais. C'était en 2021. Vous êtes un écrivain pourri de talent et vous publiez votre meilleur livre avec Chagrin d'un chant inachevé. Bref, vous êtes très énervant. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu une période Pierre Michon dans vos deux premiers livres, qui étaient des livres un peu historiques, qui montrera Ma tête au peuple Évariste, en 2013 et Évariste en 2015. Là, vous étiez michonisé à cette époque-là. Puis encore deux livres plutôt une saison Romain Gary. Ouais. C'était un certain monsieur Piekelny en 2017. C'était le voisin d'enfance de Gary à Vilnius. Puis Mon maître et mon vainqueur en 2021, un roman d'amour lyrique. Et là maintenant, après les Michon et Gary, maintenant c'est une période Nicolas Bouvier. Voilà. Ouais, alors ce sont des écrivains qui m'ont beaucoup influencé. J'ai un ami, Miguel Bonnefoy, que vous avez reçu. On avait cette conversation-là il y a pas longtemps. Et il me disait que la littérature, elle est épiphyte. Épiphyte, on le dit de plantes qui poussent sur d'autres plantes. Et Miguel me disait que les livres poussent sur d'autres livres. Je crois qu'il avait lu ça chez Julien Gracq. Et moi, effectivement, quand je suis entré en littérature, j'étais très influencé par Pierre Michon, que je considère comme le plus grand styliste, pas seulement de la littérature contemporaine, mais de la littérature tout court française depuis Rabelais en quelque sorte. Il est venu lui aussi, venu. C'est moi qui suis allé à lui dans la Creuse pour J'écris l'Iliade, non? Dans l'émission, pour J'écris l'Iliade, exactement. Et c'est vrai que je tiens Pierre Michon en très haute estime, mais c'est pas le seul écrivain à faire partie de ma galaxie. Non, mais c'est amusant de se dire que vous faites deux livres influencés par l'un, puis deux livres influencés par l'autre. Et là, ça fait deux livres que vous êtes en voyage. Il y a eu L'usure d'un monde, un voyage en Iran en 2023. Et puis celui-ci, Chagrin d'un chant inachevé, qui est aussi un bouviérisme. Ouais. Vous bouviérisez en ce moment. Vous avez remonté toute l'Amérique du Sud, d'Argentine jusqu'à Cuba. Ouais. Alors, quelle sera votre prochaine influence? C'est ça que ça fait 5 ans que j'écris un gros roman, et que je publierai, je sais pas quand je l'aurai terminé. Mais mon influence, c'est un truc sur le vin. Donc, vous voyez, là, c'est une influence viticole, en quelque sorte. C'est presque, on dirait du bec béné, quoi. Non, peut-être que vous allez devenir vous-même. C'est peut-être là que vous allez devenir désirable. Mais je pense que c'est déjà le cas. Enfin, je pense que petit à petit, on forge une langue qui est la nôtre, et c'est quelque chose qui est disons que j'ai l'impression que la plupart des écrivains, lorsqu'on leur demande à quand remonte leur vocation, ils la font toujours remonter au berceau. Et ils nous font croire que leur premier vagissement était des alexandrins parfaits avec césure à l'hémistiche. Moi, j'ai découvert la littérature assez tardivement, j'avais 18 ans. Je me suis lancé comme ça, je me suis mis à lire tout mon soûl, à moissonner un champ immense que je n'aurais jamais fini de moissonner, et petit à petit, on forge sa propre voix. Je vais vous dire, j'ai même fait l'équation de Désérable. Allez-y. Michon multiplié par Gary divisé par Bouvier, c'est-à-dire en fait la pureté de la langue de Michon multipliée par le souffle de Romain Gary, mais divisé par l'expérience des voyages, la précision, la vérité du voyageur suisse Nicolas Bouvier. Et en fait, ça donne Désérable. C'est une équation qui me va très bien. Vous voyez, c'est ça, exactement. Mais cela dit,
quand on regarde l'évolution de votre œuvre, vous portez vos lunettes sur le bout du nez maintenant. Oui, c'est l'âge. C'est pour devenir Bernard Pivot. Vous voyez, moi aussi, j'ai des influences. Ça va bien. Non, en fait, quand votre style a évolué. Votre style a évolué par rapport à vos débuts. Et le fait de vous être lancé dans ce travel writing, ça a calmé votre romantisme un peu. Vous avez un regard un peu plus, comment on peut dire, simple. Ouais. Simple et sincère. Prosaïque. Moins échevelé. Mais moi, j'aime bien le romantisme. C'est pas quelque chose dont j'essaie de me détacher à tout prix. Simplement, c'est le sujet. C'est-à-dire que là, ce sont des récits de voyage, mais évidemment que quand j'écris un roman sur une passion amoureuse, c'est difficile de ne pas verser un peu dans le romantisme. Oui. Bon, j'allais dire que vous avez dompté votre Alexandre Jardin par du Sylvain Tesson, mais ce serait pas très aimable. Non, mais je sais que vous avez fait cette réflexion au masque et la plume. Je vous avais écouté à l'époque, mais je vous l'ai pardonné parce que je pardonne volontiers. Chacun doit avoir sa part de mauvais goût. Moi-même, j'ai beaucoup aimé vos livres dans ma jeunesse. Bon, on sent que c'était préparé cette vanne. Ouais, vous croyez? Non, en fait, il y a pas de problème. Un écrivain, ça se frotte à ses maîtres, comme vous l'avez dit. Et là, alors, ce qui est drôle, c'est que vous vous frottez à Che Guevara. Donc, vous êtes intéressé à ce voyage à mobilette, à motocyclette plutôt, qu'il a fait avec Alberto Granado en 51-52, où c'était 8000 kilomètres en 7 mois. Ouais. Vous, c'était autant de kilomètres, mais en moins de temps? Ouais, en 5, parce que par exemple, quand ils passent par Lima, ils y restent un mois. Ils trouvent le gîte et le couvert. Ils se sentent bien et donc ils décident de prolonger un peu le séjour. Donc moi j'ai fait un peu moins court dans certaines destinations, mais j'ai suivi le même itinéraire, donc de Cordoba au nord-ouest de Buenos Aires à Caracas, et en passant par l'Argentine, le Chili, le Pérou. J'ai fait un détour par la Bolivie parce que c'est là qu'est mort le Che, la Colombie et le Venezuela, et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que d'abord à moto, et puis ensuite leur moto, qui était une Norton 500 cm3 qu'ils avaient baptisée la Poderosa, la puissante, la vigoureuse, les a très vite lâchés en réalité. Donc ce voyage qu'on dit à motocyclette, il s'est fait surtout en stop, en camion et puis en bateau à travers la jungle amazonienne. Et donc moi je l'ai fait dans les mêmes conditions, d'abord à moto et ensuite par d'autres moyens. Dans son stop et à la fin carrément tout seul en autocar. Ouais, en bus et puis en cargo pour traverser la jungle. Cela dit, le livre commence par une agression. Ouais. Vous avez un tesson de bouteille sous la gorge. Et ça aurait pu s'arrêter là et vous ne seriez pas là ce soir. Sylvain Tesson, qui a lu le livre, m'a écrit un petit mot pour me dire merci de rappeler au monde que le tesson peut être tranchant. Oui, c'était dans un... Vous êtes allé traîner près du stade de foot? Ouais, dans le Barrio de la Boca, là où joue Boca Juniors, qui est le premier club de Diego Maradona. Ah oui. Et Quentin voulait absolument voir le stade, et effectivement, on s'est un peu égaré dans les rues de la Boca, qui est un quartier qui est formellement déconseillé aux touristes. Et là, un type m'a mis un tesson de bouteille sous la gorge. Mais vous avez donné votre argent et ça s'est bien passé. Ouais, et c'est une petite mésaventure qui est très désagréable, qui peut être désagréable aux voyageurs, mais qui est très profitable à l'écrivain. Ah, mais d'ailleurs, votre livre n'est qu'une suite de mésaventures. Mais c'est ça, moi il y a que des mésaventures. Il y a eu un dictionnaire amoureux de l'aventure, mais moi je pourrais écrire un dictionnaire amoureux de la mésaventure, parce que la mésaventure, elle est beaucoup plus féconde. Je trouve que le moment d'ataraxie, de quiétude, de l'esprit, de jubilation d'être au monde, quand vous vous trouvez face à un paysage absolument merveilleux et que vous voyez le soleil se noyer dans l'eau d'un lac, ce sont des moments qui sont très agréables à vivre, mais d'un point de vue littéraire, vous en faites pas grand-chose. Alors que si on vous fout un tesson de bouteille sous la gorge, si vous passez des heures à attendre un bus, si vous mettez... vous avez failli crever plusieurs fois, il y a notamment dans le désert d'Atacama. Ouais, bon, j'en rajoute peut-être un peu là, ouais. La bagnole tombe en panne au milieu d'un désert. Oui, mais bon, on n'a pas attendu si longtemps avant d'être... Ah, moi j'étais avec vous là, j'ai cru que vous étiez comme ça, en train de mourir de soif. Non, nos gourdes étaient à sec. Qui arrivait avec 2 litres d'eau. Et alors vous aussi, vous étiez accompagné au début par un copain qui s'appelle Quentin parce qu'il parle espagnol. Ouais. C'est quand même pratique quand on va en Amérique du Sud. Et moi, je parlais pas un mot d'espagnol. Non, si, 3, no hablo et espagnol. Ce qui est quand même assez limite les interactions qu'on peut avoir avec les autochtones. Et Quentin... Vous avez progressé en espagnol un peu? Mais de la même manière que la poitrine d'un général se garnit de médailles de bataille en bataille, moi, mon vocabulaire espagnol s'étoffait au gré du voyage. Par exemple, là,
Mais je peux vous savez dire muchas gracias. Bien sûr, tequila, je vais dire tout ça. Et je sais dire le titre du livre en espagnol, parce que ce titre, Chagrin d'un chant inachevé, je l'ai trouvé en lisant une lettre de Guevara, vous savez, lors de parce que après ce premier voyage latino-américain, Guevara a fait un deuxième voyage qui l'a amené au Mexique. Et là, il rencontre un certain Raúl Castro, qui lui dit, il faut absolument que je te présente à mon frère Fidel. Et c'est là que il rencontre Fidel Castro, il y a une sorte de coup de foudre amical entre les deux. Et à un moment, les parents de Guevara lui envoient une lettre pour lui dire, écoute, t'es bien gentil avec tes pérégrinations, mais est-ce qu'il serait pas temps que tu reviennes à Buenos Aires, que tu t'installes comme médecin, hein. Ouais, il a terminé ses études de médecine, que tu t'installes comme médecin, que tu nous donnes de beaux petits-enfants et que tu mènes une vie paisible et nonchalante en quelque sorte. Et il répond dans une lettre, il dit mes chers parents, j'ai fait la connaissance d'un jeune leader cubain destiné à libérer son pays par les armes. Désormais, mon sort est lié à celui de la révolution cubaine et je triompherai avec elle ou je mourrai là-bas. Et là, il cite un vers de Hikmet, qui est un poète turc qu'il a lu en espagnol. Hikmet était un ami de Pablo Neruda. Il a lu en espagnol et ce vers c'est Solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso. Et si je meurs, je n'emporterai dans la tombe que le chagrin d'un chant inachevé. Et moi, quand je l'ai traduit parce que cette lettre, je l'avais lue en espagnol, et quand je l'ai traduite en français, j'ai trouvé que ça faisait une des plus belles allitérations en tché que l'on pouvait trouver. Inachevé, voilà. Bon, on va revenir sur le tché parce que vous êtes sur le Figaro Télé, donc on va pas vous laisser à très longtemps. Bien sûr. Mais j'ai bien compris que c'était là votre côté romantique qui revenait. Bon, évidemment, il y a le passage de Beuvry, mais on en a déjà parlé. Alors passons maintenant au jeu devine tes citations. Je suis imbattable. On va voir. Mais non seulement je suis imbattable, mais que j'écoute. Ne vous vantez pas trop à la mais attendez, j'écoute votre émission. Alors c'est vrai que c'est le meilleur moyen de passer pour. Eh oui, attention. Mais j'écoute votre émission et j'arrive même à deviner les citations d'écrivains qui ne se souviennent plus de les avoir écrites. Donc essayez de me piéger. Alors on va voir. Ce sont uniquement des phrases que vous avez écrites. Ouais. Dans quel livre avez-vous écrit ceci? Je n'avais pas l'étoffe d'un révolutionnaire, j'espérais avoir celle d'un vagabond. Chagrin d'un chant inachevé. Chagrin d'un chant inachevé, 2025. Donc ça on a déjà parlé de cette facile. Histoire. Autre phrase de vous. J'ai su que cette histoire allait trop loin quand pour la première fois, je suis entré dans une armurerie. C'est la première phrase de Mon maître et mon vainqueur. Oui. Et moi, quand je commence un livre, il me faut toujours le titre et la première phrase. Ouais. Et là, c'est vrai que vous soignez vos incipites, comme on dit. Et alors, quel est l'incipit du dernier? Vous voulez dire de celui de Chagrin d'un chant inachevé? L'incipit de Chagrin d'un chant inachevé, c'est au mur du tableau. Au mur de la classe. Au mur de la classe. À côté du tableau, une carte du monde. Voilà. Bravo. C'est ça. On continue. Oui, nous avons fusillé, nous fusillons et nous continuerons de fusiller tant qu'il le faudra. C'est pas dans mes livres. Et c'est une phrase de Che Guevara. C'est une phrase de Che Guevara, exactement, en décembre 64 à l'ONU. Oui, non, mais il était un peu nerveux à ce moment. Il était un peu nerveux, voilà. Une autre phrase. Le sonnet, c'est un peu comme l'amour conjugal. Sa beauté naît des contraintes qui lui sont inhérentes. Mon maître et mon vainqueur. Aussi mon maître et mon vainqueur. C'est la même chose que pour le voyage du Tché, à mon avis. C'est-à-dire que le sonnet, c'est une contrainte. Le voyage du Tché, c'est aussi une contrainte que vous êtes fixé. Et souvent, la beauté naît de la contrainte. Oui. Et moi, j'ai vu là, en entrant, il y a, enfin, dans les salons de la Pérouse, il y a un portrait de Blaise Cendrars, qui est moi vraiment un poète pour qui j'ai la plus grande admiration. La prose du Transsibérien, je trouve ça magnifique. Il a d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle Bourlinguer. J'aurais pu reprendre ce titre-là. Peut-être que voilà, ce sera votre prochaine inspiration, Cendrars. Et lui, pourquoi pas. Mais lui a écrit, lui n'a pas écrit de sonnet. Mais moi, j'aime beaucoup la poésie du 19e et je trouve que le sonnet rimbaldien ou verlainien est presque ce qu'on a fait de mieux en matière de poésie. Autre phrase de vous. Ou pas. Vas-y. Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire au numéro 16 de la rue Grande Poulenca à Villeneuve, habiter un certain monsieur Piekielny. Ça, c'est une phrase qui se trouve dans La promesse de l'aube de Romain Gary au chapitre 5. Et voilà, il raconte que sa mère nourrissait de grandes ambitions pour lui.
Et elle lui disait, mon fils, tu seras ambassadeur de France, tu seras Gabriele D'Annunzio, tu seras écrivain. Aujourd'hui, elle aurait dit, tu seras Frédéric Beigbeder. Et tout le monde dans l'immeuble où il vivait avec sa mère se moquait des prétentions maternelles, sauf un petit homme qui ressemblait à une souris triste, qui avait une petite barbiche roussie par le tabac. Ce petit homme s'appelait Monsieur Piechielny, et un jour, il a coincé le petit Romain dans la cage d'escalier de l'immeuble. Il lui a dit, écoute, je sais que les mères sentent ces choses-là, je pense que tu vas devenir quelqu'un d'important, alors est-ce que tu peux me faire une promesse ? Promets-moi que quand tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Paolanka, à Vilno, habitait un certain monsieur Piechielny. Et vous en avez fait un livre, vous avez fait un livre entier pour essayer de retrouver ce personnage et qui portait ce titre, donc un certain monsieur Piechielny. Est-ce que c'est pour la même raison que vous citez Hans-Jürgen Schönhage, le propriétaire de la moto à Bariloche en Patagonie? Ça c'est pour la même raison. C'est un type qui m'a dit. Il vous l'a demandé. En tout cas, il m'a dit, si tu tires un récit de ce voyage, je t'en supplie, est-ce que tu peux citer mon nom? Et voilà, je l'ai mis. Hans-Jürgen Schönhage. Voilà, qui fait. Je sais pas si vous avez envoyé le livre ou pas. Non, je ne sais même pas s'il est en vie. Je n'ai aucun moyen de le contacter. Mais qu'il n'hésite pas à se faire. Espérons que le destin fera. Mais peut-être qu'il est auditeur de ce podcast. Exactement, bien sûr. Du Figaro Télé en Patagonie. Nous avons beaucoup d'auditeurs patagons. La cocaïne la meilleure. Donc, est-ce que c'est la bolivienne, la péruvienne ou la colombienne? Vous ne répondez pas dans le livre. D'ailleurs, vous n'en prenez pas. C'est-à-dire, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui va d'Argentine au Venezuela. Sans avoir pris de coke, sans jamais en prendre. Non, mais j'ai goûté de l'alcool à 90 degrés et je peux vous dire que je pense que ça défonce autant, sinon plus que où vraiment on sent passer le truc, enfin on sent la tuyauterie, quoi, qui est en train de se faire déboucher. J'ai jamais essayé. Et ça, c'était dans ça brûle, en fait. Ah, mais c'est incroyable. C'est comme de boire du desktop, quoi. Ah, mais c'est pas loin de ça, voilà. C'est ce qui se rapproche le plus du desktop. Vous savez, quand j'ai posé cette question à Miguel Bonnefoy, votre ami, j'ai demandé alors, est-ce que tu as pris de la drogue dans ton Venezuela? Et il m'a répondu, ma mère regarde l'émission. Voilà. Donc vous auriez pu répondre. Mais sa mère, elle est géniale parce que sa mère apparaît dans le livre. La mère de Miguel Bonnefoy apparaît dans le livre parce que quand je suis à Caracas, j'ai dormi chez la mère de Miguel Bonnefoy. C'est une femme extraordinaire, très très flamboyante. Et aujourd'hui encore, avant que je donne des émissions, elle me donne des conseils. Elle m'envoie de longs messages vocaux avec son accent vénézuélien très chantant. Et elle me dit, tu vas rencontrer Frédéric Beigbeder. Fais attention à pas trop parler du Che Guevara. C'est pour les auditeurs du Figaro. Mais oui, mais justement, j'y viens. Alors, le voyage à motocyclette de Che Guevara, ça a été une expérience initiatique pour lui. Donc, vous l'avez dit, il monte, il finit par rencontrer les Castro, et ensuite, il y a une révolution à Cuba. Et vous, alors vous avez fait le même voyage, et qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Est-ce que vous allez monter une révolution à Paris? Est-ce que... je vais sortir de la Pérouse et je vais aller piller une armurerie et marcher sur l'Élysée. C'est ça. Mais moi, je crois pas que il faut remettre les choses dans leur contexte social et politique de l'époque. J'en ai parlé d'ailleurs il y a pas longtemps avec Régis Debray, qui était le compagnon du Che, bien sûr, qui d'ailleurs a été capturé et ensuite qui a été prisonnier en Bolivie pendant 4 ans en Bolivie à Camille, et donc qui était un intellectuel, mais qui allait vraiment allez-vous devenir le Régis Debray du 21e siècle? Non. Je sais que j'ai pas du tout l'étoffe d'un révolutionnaire, j'ai pas l'étoffe d'un guerriero, mais j'espère seulement avoir celle d'un vagabond. Et d'ailleurs, il y a un moment dans le journal du Che, lorsqu'on lit le journal du Che, il dit: je sais désormais que mon sort est de voyager perpétuellement. Et finalement, le destin a eu raison de ces velléités d'errance et de vie nomade. Mais moi, je crois que vraiment, ça va s'articuler autour du voyage, et je me vois mal aller piller une armurerie et prendre l'Élysée. Sauf si vous me suivez. Évidemment que je vous suis. Évidemment, je vous suis tout de suite. On y va. Si, voilà. Écoutez, après l'émission. Alors, le Che n'était pas un saint. Il a fait exécuter des centaines de personnes. C'est vrai. Il a été président de la Banque centrale de Cuba. Ouais. Il a créé les camps de travail forcé en 1960. Voilà. Comment justifiez-vous cette admiration pour
Alors, deux choses. Une personne qui a été certes un libérateur, mais aussi assez sanguinaire. C'était un révolutionnaire. C'était un révolutionnaire qui a cherché à faire tomber des gouvernements qui étaient des dictatures que par définition on ne peut pas faire tomber par les armes. Vous connaissez la phrase de Robespierre, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Mais il a été violent. Mais je donne la définition dans le livre que donne Helder Camara, un évêque brésilien, sur les 3 formes de violence. Il disait qu'il y a 3 formes de violence. Que la première, c'est la violence institutionnelle, et que cette violence-là, c'est celle qui légalise et perpétue les dominations, les exploitations et les humiliations. Celle qui lamine et écrase chaque jour des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La deuxième forme de violence, c'est la violence révolutionnaire, qui a pour volonté d'abolir la première. Et la troisième forme de violence... Elle n'y arrive jamais vraiment, hein. Ouais, mais la troisième forme de violence, elle n'y arrive jamais parce qu'il y a la troisième forme de violence qui est la violence répressive, qui se fait l'auxiliaire et la complice de la première en essayant d'étouffer la seconde. Et Helder Camara ajoute qu'il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la deuxième, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Donc je répondrais que c'est 3 formes de violence. Mais j'avais une meilleure réponse. Vous auriez pu dire, j'ai suivi la trace du Tché quand il était jeune. C'est ce que j'allais ajouter. C'est ce que j'allais ajouter. Vos conseils de lecture. Alors c'est une rubrique importante parce que ça nous permet de connaître un peu justement vos influences. Alors j'imagine que vous allez beaucoup citer Romain Gary, Pierre Michon et Nicolas Boileau, mais peut-être pas. Peut-être pas. Alors un livre qui vous donne envie de pleurer. Moi il y en a 3 qui m'ont fait pleurer. Il y a Belle du Seigneur d'Albert Cohen à la fin. Il y a D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère et La vie devant soi de Émile Ajar, donc de Romain Gary. Vous voyez. Et le livre Pour arrêter de pleurer. Pour arrêter de pleurer. Alors c'est un peu étonnant, mais je vais vous citer le livre d'un jeune homme de 22 ans. Et donc c'est sur les signes du désespoir de Sioran, que moi j'ai lu à un moment où où j'allais très mal. Et de lire le livre d'un type qui allait encore plus mal m'a permis de me donner l'impulsion pour remonter en quelque sorte. Et ça a été un livre très important pour moi. Oui, super. Sioran ne déprime jamais. Du désespoir. En fait, il ne nous déprime jamais. Parce qu'il est beaucoup plus déprimé que nous. Il déprime pour nous, en fait. C'est ça. Et dans ce livre, il dit notamment, si je ne me suicide pas, c'est parce que la mort me dégoûte autant que la vie. Vous voyez quand même le désespoir de ce type. Il y avait une chose que m'avait dite Jean-Paul Antoven une fois où je lui disais que j'avais envie de me suicider. Il me dit, oui, c'est très bien le suicide, mais on n'est plus là pour en profiter. C'est pas mal. C'est une autre forme de bon conseil. Alors oui, il y avait un livre pour draguer. Le livre pour draguer, je dirais Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint. C'est pas mal. Et puis d'une manière générale, les 4 tomes de MMMM, donc qui est la tétralogie de Toussaint, de Marie-Madeleine Marguerite de Montalt, qui est pour moi le plus beau roman d'amour du XXIe siècle. Oh, un livre pour crâner dans la rue. Les fragments d'un discours amoureux de Barthes, c'est pas mal, quoi, parce que ça fait sérieux. Voilà. Un livre que vous auriez aimé avoir écrit. Pas le droit de dire Belle du Seigneur parce que... un livre que j'aurais aimé avoir écrit, Le parfum de Patrick Suskind. Parce que c'est un livre dans lequel Suskind n'abdique jamais son exigence littéraire, qui est très élevée. C'est un livre où il y a un anti-héros, un livre qui est écrit souvent au passé simple, un livre où il y a des latinismes, où il y a très peu de dialogue, donc rien pour plaire au grand public, et 20 millions d'exemplaires. Immense succès, oui, c'est vrai. Parce qu'en plus j'aurais les droits d'auteur. Oui, ce serait quand même bien. Oui, c'est vrai. Non, je trouve que c'est un immense livre, et je le mets beaucoup. Très bien construit en plus, avec une vraie chute. Et avec une langue magnifique. Cohérent. Et c'est un des livres que j'offre le plus, notamment aux gens qui lisent pas, qui me disent quoi je pourrais commander, et je leur mets entre les mains le parfum de Patrick. C'est vrai qu'on n'y pense plus, alors que c'était un livre très à la mode, mais on n'y pense plus, et c'est un livre, je suis sûr, pour initier des gens à la littérature, ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent sur Instagram notamment. Arrêtez. Bien, le pire livre que vous ayez jamais lu de votre vie. Vous savez, moi j'essaye de m'en tenir au précepte de Chateaubriand qui disait « Il faut être économe de son mépris étant donné le grand nombre des nécessiteux ». Par conséquent, n'attendez, je ne parlerai pas à votre micro de Joël Dicker. Non, mais le problème c'est qu'il ne faut pas dire du mal des gens.
vous avez raison. Non, mais je vais vous dire pourquoi je parle de Joël Dicker, parce que lui, il a décidé de tuer le système de la péréquation. La littérature a toujours fonctionné sur ce système, c'est-à-dire que les maisons d'édition publient des livres qui touchent un très grand public, qui sont pas forcément très littéraires et qui vont ramener beaucoup d'argent et permettre d'avoir des comptes d'exploitation bénéficiaires pour publier à côté des livres beaucoup plus littéraires, beaucoup plus formalistes et qui vont pas trouver leur public tout de suite. Et lui, il a décidé d'aller créer sa propre maison d'édition pour se publier lui-même. Donc j'admire beaucoup le businessman, mais j'ai beaucoup moins de respect pour l'écrivain qu'il est. Oui, d'ailleurs, j'avais fait un article sur lui où c'était que sur le plan financier. C'était une chronique. Mais bon, il est sans doute hyper sympathique et c'est pas une attaque ad hominem. Peu importe. Le livre que vous lisez en ce moment. Eh ben, c'est Kolkhoz d'Emmanuel Carrère. Ah, ça y est, vous l'avez reçu, parce qu'il m'a fait l'amitié de me l'envoyer. Et figurez-vous que vous apparaissez dedans. Ah bon? Et oui. Alors... Vous voulez que j'ai pris en photo le passage? C'est un chef-d'œuvre. Ben oui. Non, mais attendez. Voilà, je l'ai sur mon téléphone. Non, mais ça va vous plaire parce que il dit. C'était pas à l'enterrement de sa mère? Non, c'est pas là. C'est en Russie où il dit: Masha, une femme aiguë et volubile, est mon éditrice russe. Je dis mon éditrice parce qu'elle a publié un livre de moi, mais elle n'a pas l'air, au vu des ventes, disposée à en publier un second. Ce qu'elle aimerait publier, comme tout le monde, c'est Frédéric Becbédé, qui est une star sans rival en Russie. Même à Kotelnitch, où il n'y a évidemment pas de librairie, un tourniquet dans une quincaillerie propose quelques livres, tous de Frédéric Becbédé. Voilà, mais c'est quand même un peu dommage d'être une star en Russie en ce moment. En ce moment, ouais. On n'a même pas le droit d'y aller, ni l'envie d'ailleurs. Bien, écoutez, merci infiniment. C'était un plaisir. Henri Désérable, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de toute votre œuvre qui évolue et de votre livre, votre meilleur livre, Chagrin d'un chant. Je suis pas d'accord avec vous, mais merci. Moi, je trouve qu'il est très drôle et qu'il est différent et qu'il est original. Et qui est pas du tout, en fait, comme tous les récits de voyage, puisque ce ne sont que des galères qui vous arrivent. C'est ça qui est assez amusant. Et donc, c'est chez Gallimard. Merci au Figaro Télé pour continuer de capter ces conversations complètement vaines. Et puis, je voudrais dire en conclusion que les dinosaures ne lisaient pas de livres. Or, ils ont disparu. Coïncidence? Je ne crois pas, non. Bonsoir.